C'est un des rassemblements annuels de l'extrême droite radicale en France, le défilé du 9 mai. Présenté comme un hommage à l'activiste d'extrême droite Sébastien Desieux, mort en 1994 pendant une manifestation interdite alors qu'il tentait de fuir la police, cette marche rassemble des néo-nazis, parfois venus de très loin. Cette année encore, comme en 2024 et en 2025, la préfecture de Paris a interdit l'événement. La raison invoquée, un contexte politique tendu, 2 mois après la mort du néo-nazi Quentin de Ranc, et une volonté d'éviter des affrontements avec les militants antifascistes. Ces derniers avaient prévu divers rassemblements de protestation, eux aussi interdits par le préfet de Paris, Patrice Faure. Un recours a été déposé par le comité du 9 mai auprès du tribunal administratif pour annuler la décision, et cette procédure pourrait bien aboutir si le scénario de ces dernières années se répète. Mais qui sont les organisateurs de cette marche néo-nazie ? Quel signal la préfecture envoie-t-elle en interdisant également les contre-manifestations antifascistes prévues ce week-end ? Pour en parler ce soir en plateau, nous recevons Ruben, militant antifasciste et antiraciste, membre du collectif antifasciste du 20e, et Youmni Kezouf, journaliste chargé des extrêmes droites à Mediapart. En visio avec nous également, Ricardo Parera, journaliste, auteur d'une enquête sur ce défilé du 9 mai. C'est parti pour l'entretien. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du Média. Alors Ruben, je vais commencer par vous. Vous êtes membre du collectif antifasciste Paris 20. Vous étiez à l'initiative avec d'autres collectifs d'une manifestation qui devait partir de Saint-Michel et qui finalement a aussi été interdite par un 3e arrêté de la préfecture. Oui, bon, merci pour cette invitation. Je voulais juste déjà préciser que pour le moment, nous maintenons notre appel parce que nous avons fait recours de cette décision et que pour le moment, on appelle encore tout le monde à se rassembler à Saint-Michel, à la place Saint-Michel, à 14h ce samedi. Pour nous, c'était très important de faire ce contre-rassemblement, cette contre-manifestation qu'on avait déjà lancée l'an dernier. Parce qu'en fait, cette manifestation du CNFM, c'est vraiment le plus gros rassemblement de l'extrême droite et des néo-nazis et des néo-fascistes en France, mais également à l'international, avec des militants qui viennent de partout en Europe et également des États-Unis. Et on est dans une période politique où, j'imagine qu'on va en parler un peu après, où l'extrême droite est très à l'aise pour circuler dans nos rues, l'extrême droite est très à l'aise pour agresser, pour attaquer nos locaux associatifs, nos médias. Et c'était important de montrer que ce symbole-là du CNFM, il n'allait pas être laissé comme ça, il ne pouvait pas défiler impunément. Et donc on a commencé l'an dernier. L'an dernier, on a tenté une mobilisation et qui a donné des fruits, parce qu'il y a quand même 500 personnes, malgré une interdiction, qui se sont rassemblées, qui ont perturbé ce rassemblement néo-fasciste, néo-nazi. Cette année, on a réussi à unir un cadre très large qui part de Solidaire, du NPA, l'anticapitaliste, la CNT, mais également des mouvements féministes, des mouvements écologistes. Et tous ces mouvements se sont mis ensemble pour appeler à cette contre-manifestation qui part de Saint-Michel à 14h, avec l'intérêt et la volonté de faire interdire et d'empêcher les nazis de circuler cette année. Youmni Kezouf, pour revenir un petit peu sur donc ce comité du 9 mai, vous avez coécrit un papier dans Mediapart qui a été publié ce matin, où vous racontez les passions de la représentante de la manifestation du comité du 9 mai pour Adolf Hitler. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les ans, donc le CNFM dépose une manifestation en préfecture. Dans la plupart de ces collectifs, groupuscules, néo-nazis, néo-fascistes, etc., ont souvent l'habitude d'utiliser pour déposer leurs manifestations, souvent des jeunes femmes qui sont moins susceptibles, comme on est dans des milieux quand même assez machistes, moins susceptibles d'avoir déjà des antécédents de violence, des condamnations par exemple pour violence en réunion, ce genre de choses. Donc la manifestation a été déposée par une certaine Joséphine de la Chapelle, et donc avec mon collègue Alexandre Berthaud, on s'est intéressé à elle, on a essayé de regarder qui elle était. On est assez rapidement remonté à elle, donc elle vient de l'Ouest, elle vient d'une grande famille de l'Ouest, elle cache pas ses sympathies du tout, parce que sur son Facebook, elle est bijoutière, elle montre par exemple qu'elle confectionne des boutons de manchette en forme de croix celtique. Et dans nos recherches, on est effectivement tombé sur sa liste de mariage, puisqu'elle se marie bientôt à un autre militant de la mouvance néofasciste. Et dans leur liste de mariage, au milieu donc de l'électroménager, de la vaisselle, de voyages au Puy du Fou ou ailleurs, ils demandent la reproduction d'un tableau d'un peintre autrichien. Donc moi je couvre l'extrême droite depuis quelques années. Quand je vois peintre autrichien, comme je sais un peu comment il pense, ça fait tilt. Et effectivement, c'était une reproduction d'un tableau peint par Hitler en 1913 avec un dog whistle, donc une petite référence pour les initiés sur le prix, puisque le prix
prix était donc 1488 €, 1488, qui est une combinaison de chiffres prisés des néofascistes, puisque 88, ça renvoie à Hitler, la 8e lettre de l'alphabet. Le 14, ça renvoie aux 14 mots, qui est un slogan suprémaciste blanc très courant. Donc voilà, 1488, ça fait partie des tatouages, par exemple, qu'on voit très souvent sur les bras des manifestants du CNFM tous les ans. Ricardo Parreira, vous avez publié une contre-enquête la semaine dernière, il me semble, dans Post, si je ne dis pas de bêtises, où vous revenez sur la décision du tribunal administratif l'année dernière de réautoriser finalement cette marche. Bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, nous avons essayé de démontrer à travers cette contre-enquête, comme vous dites très bien, pour Au Poste, exactement que la préfecture de police de Paris, elle donnait pas assez d'éléments assez caractérisés pour permettre au tribunal administratif exactement d'avoir une sanction assez correcte et juste en rapport à la manif de C9M. Ruben, est-ce que vous pensez que la manifestation fasciste va de nouveau être finalement autorisée, comme ça a été le cas les dernières années ? Effectivement, ça fait 3 ans qu'en fait la préfecture tente, ou en tout cas fait mine de tenter d'interdire ce rassemblement fasciste. Et en fait, ce qu'on voit souvent dans leurs arrêtés d'interdiction, c'est qu'ils sont très creux, qu'ils ne font pas le travail, que par exemple, cette année, c'est la première fois que dans l'arrêté d'interdiction, ils mentionnent le fait que ce sont des néo-nazis et qu'ils font de l'apologie de crimes contre l'humanité. C'est la première fois que ça arrive. L'an dernier, ils parlent juste du fait qu'ils couvrent leur tête et que c'est un délit, mais ils ne parlent pas de plus que ça. Ils ne parlent pas des saluts nazis, des tambours hitlériens. Donc voilà, donc pour la première fois, on a ça. Et aussi, pour la première fois, cet arrêté d'interdiction montre que c'est parce qu'il y a une mobilisation antifasciste massive, et d'ailleurs l'arrêté de la préfecture le montre, c'est parce que cette manifestation antifasciste sera nombreuse et qu'il y aura beaucoup de gens qu'ils sont contraints d'interdire cette manifestation. Et du coup, nous, on part assez confiants parce qu'on pense que pour la première fois, on a la possibilité que les nazis ne défilent pas parce qu'on a imposé un rapport de force. Il faut arrêter de voir la préfecture comme quelque chose, un corps qui est complètement inamovible et qui est déjà dans le fascisme et qui va suivre dans cette direction-là. La préfecture, elle a aussi un rapport de force et nous, on l'a fait jouer et on pense qu'on peut gagner sur ce truc-là. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que cette mobilisation, elle n'est pas que à Paris et je pense que ça aussi, en fait, c'est un rapport de force qu'on peut montrer au niveau national. Là, on a lancé une initiative, en fait, avec le collectif antifasciste du 20e qui s'appelle Ciao Facho, que j'invite tout le monde à aller chercher sur Instagram ou sur Google. Si vous tapez Ciao Facho, vous trouverez très vite. Et je peux vous dire déjà qu'aujourd'hui, il y aura 7 rassemblements contre le C9M en France. Il y en aura un à Marseille, à Nice, à Avignon, à Brest, Le Mans, Périgueux et Beaucaire. Donc vous voyez des villes de toutes les tailles, de partout en France. Et on voit vraiment que ce qu'on a réussi à faire avec cette mobilisation, au-delà d'avoir un arrêté d'interdiction qui enfin dit les mots que ce sont des néo-nazis, on a une mobilisation et on est sorti de l'apathie politique. Et c'était ça en fait qu'on voulait avec cette mobilisation, c'était sortir de l'apathie. Yumni Kezouf, vous aussi l'année dernière, il me semble que vous aviez écrit une enquête peu après la tenue du défilé du 9 mai, où justement vous reveniez sur tous ces éléments dont ne s'était pas nécessairement servi le tribunal administratif de Paris et qui étaient pourtant un peu des signaux faibles ou forts en fonction de comment on les considère d'un danger potentiel d'une telle marche. Oui, en fait, ça part d'un constat qui est assez simple, c'est le fait que tous les ans, et récemment, de plus en plus de monde, puisque la manifestation du C9M, donc ça date de 94, mais en fait, ces dernières années, ça a pris une ampleur tout à fait inédite. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde. Et donc, le constat, c'est que tous les ans, on a des centaines de manifestants qui sont cagoulés de noir, qui portent des symboles néofascistes, néo-nazis, qui, pour certains, tendent le bras dans la cour pour rendre hommage à leurs camarades en faisant des saluts fascistes. Et on considère, le tribunal administratif considère que ce n'est pas un trouble à l'ordre public, parce que c'est l'argument qui est avancé. Donc nous, on s'est un peu penché sur la question pour essayer de voir qu'est-ce qui n'allait pas dans les arrêtés d'interdiction de la préfecture, qu'est-ce que le tribunal administratif reprochait à ces arrêtés, pourquoi, concrètement, tous les ans, cette manifestation était autorisée. Un des reproches qui était fait par le tribunal administratif à la préfecture, c'était de ne pas suffisamment étayer notamment les liens des organisateurs de ce rassemblement avec des groupuscules dissous, avec des militants violents déjà condamnés. Une autre chose, c'était que la préfecture disait il y a le risque que ces gens manifestent avec le visage masqué, ce qui est interdit. Tous les ans, au mégaphone, moi je suis le C9M tous les ans, il y a des consignes passées en disant pas de cache-cou, remonter jusqu'aux yeux, etc. Tout le monde s'en fiche, ils sont évidemment cagoulés jusqu'aux yeux. Ce que le tribunal administratif reprochait à la préfecture, c'était de pas de faire d'interpellation, en fait. C'était de dire, vous dites que
des gens sont susceptibles de manifester cagoulés, que c'est interdit, mais tous les ans ils manifestent cagoulés, il n'y a pas une seule interpellation. Donc dans ce cas-là, il y a un deux poids deux mesures qui... Autre chose qui a été beaucoup reproché par le tribunal administratif à la préfecture, de la même manière, c'est de ne pas avoir fait d'interpellation au moment où il y a eu des gens identifiés qui portaient par exemple des tatouages nazis, des totenkopf, des croix gammées, ce genre de choses, ou qui faisaient des saluts nazis. Ce qui a un peu évolué l'an dernier, puisque en marge du C9M, dans un bar du, si je ne me trompe pas, 6e arrondissement, mais peut-être 15e, je ne sais plus, des interpellations ont eu lieu après que des militants, après le C9M, en train de boire des coups, ont agressé une personne, proféré des insultes, des slogans nazis et fait des saluts nazis. Donc il y a eu des interpellations. Donc là, ça vient un peu... la préfecture peut mettre ça en avant et elle le fait dans son arrêté en disant l'an dernier, on a interpellé des gens qui faisaient des saluts nazis, c'est évidemment interdit, c'est susceptible de se reproduire, donc c'est la raison pour laquelle nous interdisons cette manifestation. Ricardo Pereira, vous étiez arrivé à peu près aux mêmes conclusions avec votre contre-enquête? Oui, moi je pense qu'il y a, bon, soit il y a une question vraiment en rapport à la préfecture de police de Paris, soit vraiment une question de mauvaise foi, soit il y a vraiment une question de complaisance envers des groupuscules néofascistes et néo-nazis. Il faut quand même se souvenir, et je propose exactement de afficher l'image que je vous envoyais, que depuis 2020, donc déjà en 2020, les affiches pour la manif de C9M à Paris, il y avait donc Sébastien Drézieux avec un soleil noir donc derrière sa tête. Donc le soleil noir, il faut l'expliquer parce que sinon c'est là qu'il y a déjà un problème avec la préfecture de police, qu'elle va pas au cerne de la question. Donc le soleil noir, c'est un symbole créé par des SS entre 1939 et 1943. Pour adorner donc le champ d'un château qui s'appelle Werserburg en Allemagne, dans ce château-là, les SS faisaient des rituels pour la race aryenne en collusion avec une institution qui s'appelait Ahnenerbe, qui essayait exactement de justifier les racines aryennes du peuple allemand. Donc nous, quand on voit, comme journaliste, quand on voit ce genre de symbologie nazie que se répète après en 2022 avec un bas-relief de nazi artiste, un nazi artiste Arnaud Breker en affiche avec la rune tir utilisée par des divisions SS. En 2023, comme Mediapart a très bien fait le boulot, un concert, la manif, elle aboutit dans un concert rock arien dans les Yvelines. En 2024, encore tout un tas de symboles nazis, des soleils noirs, des croix gammées, etc. Pour l'année dernière finir avec d'ailleurs un geste qui est beaucoup utilisé en Allemagne, depuis les années 60 par les groupuscules néo-nazis, donc l'usage des tambours à l'image des jeunesses hitlériennes, des runes algis qui ont été utilisées exactement comme vous voyez dans la photo. Ça a été utilisé pour marquer l'année dans laquelle des SS étaient nés et l'année qu'ils tombaient au combat. Et ça a été marqué dans leur stèle mortuaire. Bon, il y a nombreuses références au néonazisme. On vient de voir donc avec le tableau, donc le prix c'est 14,88, donc 14. Je tiens quand même à dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est une phrase d'un néo-nazi américain qui s'appelait David Lane, et que le 14, donc 14 mots, ça veut dire We must secure the existence of our people and the future of white children. Traduit pour le français, nous devons préserver l'existence de notre peuple et l'avenir des enfants blancs. Donc on parle d'un slogan créé par un néo-nazi qui est clairement suprémaciste blanc. Et nous, quand on analyse donc les photos que vous venez de passer, même au sein du service d'ordre de C9M, on identifie des militants que portent donc le soleil noir, tout un tas de tatouages suprémacistes blancs et utilisés par des néo-nazis. En plus de ça, des slogans au-delà de jeunesse Europe Révolution, au fusil
au couteau, nous imposerons l'ordre nouveau. Alors, enfin, justement, quand on voit tous ces signaux assez clairs du fascisme que vous nous exposez, on peut se demander comment ça se fait que malgré tout, chaque année, finalement, ça finit quand même par avoir lieu. Alors, une partie de l'explication, c'est ce qu'on vient de raconter, c'est le fait que la préfecture de police de Paris motive mal, jusqu'à présent en tout cas, motive mal ses arrêtés, et donc ne fait pas suffisamment le travail, comme on l'a pointé, pour expliquer, parce que bon, voilà, le tribunal administratif, il juge en droit, il dit, voilà, votre arrêté d'interdiction, est-ce qu'il est bien écrit, est-ce qu'il est mal écrit, concrètement, c'est ça. L'autre question, c'est aussi que l'aspect en fait très militaire, très cadré du CNFM fait que, voilà, pour la préfecture de police de Paris, pour les gens qui nous gouvernent, il y a un côté, c'est une manifestation qui, je mets des gros guillemets, mais c'est comme ça qu'ils le pensent, c'est une manifestation qui se passe bien. C'est-à-dire que les gens défilent en rang, les gens globalement ne cassent pas de vitrines, ne cassent pas de McDo, n'attaquent rien, ne cassent pas d'abribus, etc. C'est pour ça que le service d'ordre du CNFM met un point d'honneur à essayer, dans le cadre de la manifestation en tout cas, parce qu'il y a souvent des débordements à côté, mais dans le cadre de la manifestation, les consignes passées auprès des militants sont extrêmement claires. Il y a un service d'ordre qui est très imposant, très nombreux, et qui, alors qu'il y a des provocations sur les côtés, des gens qui, aux terrasses des cafés ou aux fenêtres de leur appartement, sont choqués de voir 600 personnes défiler en noir en tendant le bras. Donc de fait, il y a des insultes, il y a des... Voilà. Le service d'ordre met un point d'honneur à essayer de contrôler absolument les troupes, à ce que les gens ne sortent pas du rang pour aller menacer, insulter, taper, etc. Parce que tout leur enjeu, c'est ça, c'est de montrer, malgré les apparences, nous sommes un défilé qui rend hommage à un camarade mort, nous sommes un défilé d'hommage, tout se passe bien, etc. Et donc nous ne faisons pas de trouble à l'ordre public. Ça, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, et c'est tout leur enjeu de travail d'image. L'an dernier, on l'a vu prendre un pas supplémentaire, parce que l'an dernier, par exemple, il y avait, en plus du service d'ordre, toute une série de porte-paroles qui étaient identifiés, dont le rôle était d'aller répondre aux questions de la presse. Porte-parole qui sont eux-mêmes des militants de divers groupuscules tout à fait identifiés, militants Raphaël Emma, Joël Gana, voilà, des militants de plein de groupuscules français plutôt influents, qui étaient chargés de faire les porte-paroles à la presse. Donc on a vraiment ces deux aspects, c'est-à-dire que c'est à la fois une manifestation qui se revendique néofasciste, qui chante des chants néofascistes, qui tend le bras pour rendre hommage à un camarade, et en même temps qui organise des porte-paroles pour répondre aux questions de la presse de manière presque avenante. Alors ça dépend avec qui, parce qu'ils sont aussi habitués à menacer les journalistes qu'ils aiment pas trop. Mais voilà, ils jouent sur ces deux tableaux pour essayer de passer entre les mailles du filet en fait à chaque fois. Vous, Ruben, je voulais vous demander, en tant que militant antifasciste, quand vous voyez un peu tout ce laisser-faire, entre guillemets, qu'il peut y avoir des autorités, et à côté de ça, en parallèle, le traitement qui est parfois fait des mobilisations et des militants antifascistes, j'imagine que ça vous met en colère. Oui, bien sûr, mais juste avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur ça, parce que je pense que c'est intéressant, et ça montre à quel point la mobilisation de ce samedi, elle est cruciale. Vont défiler, enfin on essaye d'éviter que défile ce samedi toute l'extrême droite française qui en fait est violente et qui en fait a une image de manière générale d'action violente, que ce soit pas en trouvant des personnes racisées, en essayant de les frapper, en attaquant des locaux, on l'a vu après la mort de Quentin à Lyon en février, donc on a vu tous ces mouvements-là, et en fait c'est cette identité-là. Et pour eux cette marche elle est tellement importante parce que c'est leur image de respectabilité, un peu comme le RN avec la cravate. En fait le CNFM c'est un peu la cravate de tous les groupuscules. C'est de la communication de l'extrême droite radicale. Et donc, détruire ce symbole-là, ou en tout cas montrer que non, en fait, ce qui se passe là, et tout le travail qui vient d'être fait, et je trouve est super important d'expliquer les symboles néo-nazis qui sont là, les soleils noirs, les runes, le 1488, tous ces dog whistles-là, c'est super important de les expliquer, parce que en fait, ça détruit petit à petit cette image de respectabilité-là, et d'une certaine manière, ça pousse aussi les gens à se mobiliser sur cet enjeu. Sur la question de antifascisme mis dos à dos avec les fascistes, déjà, il faut quand même rappeler un truc qui est déjà beaucoup de fois rappelé, mais qu'il faut encore redire, c'est que l'antifascisme, c'est une lutte défensive. C'est pas une lutte offensive. C'est une lutte parce que l'extrême droite existe, il y a l'antifascisme. Si l'extrême droite et si le nazisme et si les néo-nazis n'existent plus, il n'y a plus d'antifascisme. Donc nous, tant qu'il y aura le fascisme et tant qu'il y aura l'extrême droite, on sera présent et on se mobilisera. Après, la question, c'est que nous, ce qu'on porte, et notamment, là, je parle au nom du collectif antifasciste du 20e, mais aussi de la Marche des Solidarités, qui est une grande plateforme antiraciste et antifasciste avec beaucoup de collectifs de sans-papiers, notamment, et de collectifs de mineurs isolés, c'est que
l'antiracisme, c'est la valeur fondamentale de l'antifascisme. Et ça, c'est un truc qu'ils ont du mal à accepter à l'extrême droite, parce qu'en fait, ils essayent de faire comme s'ils n'étaient pas vraiment racistes, ou alors qu'en fait, ils sont antiracistes, mais antiracisme blanc. Et en rappelant qu'en fait, l'ADN de ce qui les pousse politiquement et de ce qui les mobilise, c'est le racisme, on se mobilise avec les personnes qui sont les premières concernées par les violences de l'extrême droite. Et moi, je voulais prendre un exemple. Quand on a fait nos AG de mobilisation contre le CNFM à la Bourse du Travail, il y a les collectifs du Jeunes du Parc de Belleville, qui sont des jeunes, des jeunes mineurs isolés qui sont à la rue, et l'État ne veut pas reconnaître leur minorité. Ils luttent pour ça, ils luttent pour avoir accès à l'école, à l'hébergement, au logement. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que quand ils avaient occupé la Gaîté Lyrique, un théâtre à Paris pendant des mois, c'est l'extrême droite qui venait tout le temps, les médias, Frontières, Némésis, c'est eux qui venaient tout le temps provoquer et tout le temps essayer de se battre avec eux. Et ils voyaient très bien le lien entre leur lutte pour l'égalité des droits et la lutte contre le fascisme. Et nous, ça, c'est l'antifascisme qu'on veut porter. On veut porter un antifascisme qui soit ouvert, qui soit massif, qui soit populaire et qui soit antiraciste. Et ça, c'est ce qu'on essaie de porter donc avec la Marche des Solidarités, avec cette plateforme Ciao Facho qui unit plein de collectifs antifascistes en France. Parce que l'antifascisme, ça doit être partout et ça doit être tout le temps. C'est pas que quand les nazis défilent, c'est tout le temps. Et c'est en portant aussi des revendications antiracistes qu'on le fait. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le comité du 9 mai. Est-ce qu'il y a des porte-paroles qui se dégagent, des figures quand même qu'on retrouve d'année en année? Oui, alors en fait, historiquement, le C9M, ça a toujours été en fait un révélateur de la mouvance un peu dominante de l'extrême droite groupusculaire radicale française. Pendant longtemps, ça a un peu végété. Dans les années 2000, par exemple, c'était un rassemblement qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce à quoi il ressemble. Hein. C'était des groupes beaucoup plus petits, il y avait beaucoup moins de monde, ça faisait un peu pitié. Pendant un temps, ça a été les Jeunesses nationalistes révolutionnaires de Serge Ayoub, bien connus, qui menaient ce combat-là depuis quelques années. Derrière le C9M, on retrouve de manière générale les différentes incarnations, on va dire, au gré des dissolutions et réincarnations du GUD, donc Groupe Union Défense, groupuscule violent créé dans les années 70, 60 même, fin des années 60, maquillé en syndicat étudiant pendant ses premières années, mais voilà. En fait, derrière l'organisation du C9M, on retrouve tous les grands classiques de ce qu'on appelle de plus en plus une sorte d'interface qui, en fait, derrière les différentes chapelles de l'extrême droite un peu classiques, les identitaires, les nationalistes révolutionnaires, les royalistes, etc., en fait, on voit de plus en plus que toutes ces étiquettes s'effacent petit à petit et que tout ce beau monde, en fait, fusionne et se retrouve autour d'une cause, le néofascisme. Et derrière ces gens-là, on a des leaders. L'an dernier, la manifestation, elle était menée d'une main de maître par Marc de Cacrèves-Almeigné, donc militant violent, bien connu, condamné plusieurs fois, condamné notamment pour les violences au cours du meeting de Zemmour à Villepinte en 2021. On a aussi parmi les leaders qui se cachent plus ou moins Gabriel Lousteau, donc fils d'Axel Lousteau, donc ancien cadre du GUD, ancien trésorier du micro-parti de Marine Le Pen. Lui aussi militant violent, multicondamné. Street Press a révélé il y a 2 heures qu'il était encore impliqué dans une affaire d'agression dans un bar au cours du mois d'avril. Voilà, ce sont des militants qui sont violents, qui sont pour certains condamnés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils utilisent des prête-noms souvent de militantes pour déposer leur manifestation, puisqu'évidemment si c'était effectivement Marc de Cacrèves-Almeigné ou Gabriel Lousteau qui déposaient en préfecture la manifestation, il n'y aurait même pas de débat, elle serait interdite et là il n'y aurait pas d'enjeu. Après il y a tout autour, en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, une sphère militante de l'extrême droite radicale qui gravite et qui a une importance, des militants de Clermont, des militants d'Angers, des militants du sud de la France, de Provence, etc. Donc Raphaël Emma, Jean-Eudes Gana et d'autres qui sont tous porteurs de drapeaux, porteurs de responsabilités et qui font partie des cadres principaux de la mouvance qui se retrouvent rue des Chartreux, donc dans le 6e arrondissement, pour cet hommage à Sébastien Desieux. Alors, on parle là donc de la marche du 9 mai. Il y a aussi eu une marche il y a 2 mois en hommage à Quentin Derenc, une marche néo-nazie qui a rassemblé des milliers de personnes à Lyon. Ricardo Pareira, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de banalisation avec toutes ces marches des idées de l'extrême droite et notamment de l'extrême droite violente, radicale ?
Tout à fait. Mais moi, je pense que c'est quand même important de revenir à certains. C'est pour ça que nous, on avait envie aussi de porter une critique sur la préfecture de police, c'est que elle n'explique même pas qu'est-ce que c'est le C9M. Il faut quand même comprendre que le C9M, donc, il est formé suite à la mort de Sébastien Drezeux, mais le but de cette manif, ça a été qu'est-ce qu'ils considèrent la chute du nazisme, c'est le début de déclin en Europe, le déclin européen. Et eux, ils essayent de faire des manifestations dans un cadre qu'il est déjà très axé sur une proximité avec le néonazisme, enfin avec le nazisme. Deuxième chose, c'est aussi important de rappeler, alors que le ministre de l'Intérieur, il s'acharne très bien sur les mouvances d'extrême gauche, il permet déjà en 2023 à des groupuscules d'issus, en 2019 comme le Bastion Social, en 2021 comme la Génération Identitaire et les Zouaves Paris en 2024, de participer, voire participer à l'organisation de C9M. Et ça, enfin, ça permet deux choses. Ça permet à toutes ces groupuscules-là que se réforment et que se restructurent, comme Yumi il disait, avoir une certaine légitimité dans l'espace public, parce qu'il faut quand même comprendre que le C9M, c'est quoi? C'est un coup de force à la démocratie pour tester le seuil d'acceptation des idéologies néo-nazis dans l'espace public et néo-fascistes, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on évite d'en parler souvent dans les médias c'est que cette marche-là, elle cible des personnes. Pas seulement cette marche-là est la conséquence des structures d'extrême droite qui sont violentes tout le temps, tous les années, tous les mois, toutes les semaines, voire toutes les semaines en France, elles sont aussi, elles hébergent aussi, des militants qui sont condamnés. Il y a des dizaines de militants qui appartiennent à ces groupuscules-là qui sont condamnés. Et personne en parle. Et ça, c'est le préfet de la police de préfecture de police. Il s'apprête très bien à parler de 2-3 groupuscules d'extrême gauche et nommer qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, mais ils ne font pas ça pour des groupuscules d'extrême droite radicale. Je vous rappelle que le groupuscule du bloc montpelliérain était d'issue cette année ici. Il faisait partie du service d'ordre du C9M. Ce même service d'ordre, et là je reviens à votre question, ce même service d'ordre du C9M, c'est le service d'ordre qui a assuré la marche pour Quentin Dérac le 21 février à Lyon. C'est les mêmes personnes. La tête, le chef de ces services d'ordre, c'était la même personne, donc Marc de Corquerel. C'est des personnes que sont, d'ailleurs, Marc Corquerel a été récemment condamné. Dans ces services d'ordre, il y a plusieurs personnes qui étaient poursuivies. Donc, il y avait des plaintes en cours envers des journalistes, donc moi aussi. Et tout ça n'existe pas dans l'arrêté de la préfecture de police. Merci beaucoup, Ricardo Parreira. Je vais finir avec vous, Ruben. Du coup, vous organisez une déambulation demain soir dans le 20e arrondissement. Oui, tout à fait. L'idée, c'est toujours avec ces campagnes, comme on l'avait fait pour le 14 mars contre le racisme et le fascisme, c'est de faire du lien, de créer des réseaux de solidarité, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on arrivera à lutter efficacement contre le fascisme, et notamment du coup le faire au sein de la marche des solidarités, qui est vraiment l'instrument politique qu'on essaye de mettre en avant dans ce moment, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut véritablement constituer un front large, conséquent et uni face à l'extrême droite. Du coup, demain, au métro Belleville, dans le 20e, mais aussi à l'église Saint-Bernard, dans le 18e, à 18h, il y aura des déambulations pour rappeler à la manifestation du 9 mai qui, tant qu'on n'a pas la décision, en attendant la décision en fait, du tribunal administratif, on maintient notre appel à 14h à Place Saint-Michel parce qu'on ne va pas laisser ni la préfecture ni les nazis décider de où est-ce qu'on doit défiler. Merci à vous trois d'avoir été avec nous sur le plateau du Média TV ce soir. Merci. Donc, je rappelle, comme vous le disiez, pour l'instant, la manifestation est interdite, mais il se pourrait que le tribunal administratif annule cette décision. Merci beaucoup. Merci.